Allez, bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la première brique. Pas mal d'actualités dessus, donc ça va être un point qu'on fait aujourd'hui à la date du 17 décembre 2024. Voilà, donc ça va être engagé par rapport à cette date, hein. On verra ce que l'avenir nous réserve. Alors aujourd'hui, je suis en Thaïlande avec un magnifique hôtel. Tu vois la piscine derrière moi avec beaucoup de soleil. Et le cadre est plutôt super sympa. Et donc dans cette vidéo, de quoi je vais te parler? Je vais te parler un petit peu de mes chiffres. Voilà, je vais tout étaler, ma méthode d'investissement, mes résultats, mes pertes, mes erreurs, et on va terminer par mon avis et une opportunité pour toi. Donc je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me les envoyer à alexandre@clubdesrentiers.fr. Et donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'est la première brique, ce que ça te propose, quels sont les avantages et les inconvénients, et on va voir un petit peu tout ça. Donc déjà, un petit disclaimer, parce que là on va parler d'argent. Donc là, je te fais profiter de mon expérience. Moi, j'ai investi dans la plateforme et je vais te parler de ce que j'ai fait et de ce que j'utilise comme technique. Bien évidemment, comme on va parler d'investissement, il y a toujours un risque de perte en capital. Moi, je ne suis pas un conseiller en investissement, mais je te parle de ce que j'ai fait. Et je bénéficie d'un parrainage, comme je suis membre de la première brique. Donc si tu t'inscris par mon lien de parrainage, je toucherai une commission. Voilà. Donc on va avancer. Donc qui suis-je? Si tu ne me connais pas, moi je suis investisseur immobilier donc à Limoges, hein. J'ai commencé de zéro. Je suis passionné de voyage, ça se voit, et aussi d'immobilier, ce qui m'a permis de prendre mon indépendance financière en 2018. Voilà déjà 6 ans, donc ça passe très très vite. Alors moi, j'ai une parole libre, je ne dois rien à personne. Je vis de mon immobilier, donc voilà, j'ai pas besoin de me travestir ou travestir ce que j'ai envie de penser. Je dis ça, si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, tu peux tout de suite quitter la vidéo et passer à autre chose. Ça va pas changer le cours de ma vie. Je suis fondateur du Club des Rentiers. C'est un des plus gros groupes d'investisseurs que tu trouves sur Facebook, de vrais investisseurs. J'ai envie de te dire. Donc, je suis animateur de ce gros réseau de plus de 35 000 membres. Il y a à peu près 5 000 membres actifs. Et j'ai œuvré à créer des événements pour créer du lien entre ces investisseurs, les faire se connaître. Tu vois qu'on a fait 25 masterminds à l'étranger. Là, on a terminé un mastermind au Cambodge. Je me repose ici un petit peu en Thaïlande. Ça fait plus de 1000 investisseurs que j'ai traîné avec moi à l'étranger. Donc, je pense que c'est que ma parole, elle porte un petit peu. Alors, la première brique, qu'est-ce que c'est? Je te vais te parler un petit peu de la première brique, la genèse, pourquoi j'ai décidé de t'en parler, pourquoi pas d'autres plateformes. Donc, la première brique, tu vois, c'est une photo collector, puisque tu vois Hugo qui est au premier plan et Thomas derrière, qui sont les deux cofondateurs de la première brique, et moi, on était tout jeunes, c'était leur tout premier logo, et je les ai rencontrés il y a très longtemps. Donc, la première brique, ça a été fondé en 2019. Ils ont tous les agréments qu'il faut, AMF et compagnie. C'était Thomas, je crois, qui m'avait approché, ou Hugo, je sais plus. Ça remonte déjà, en 2020. Et il n'y avait pas que, il y avait pas mal de plateformes à l'époque, c'est le grand boom des plateformes de crowdfunding. J'avais été approché par pas mal de plateformes et notamment la première brique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi les partenariats, c'est assez light de mon côté, même si ça peut être très intéressant pour moi, puisque quand tu parraines des gens, t'as un retour. Mais moi il faut que j'y croie. Pardon, et moi c'est du long terme, tu vois. Le CDR, ça fait 6-7 ans que ça existe, c'est pas pour mettre un lien de parrainage sur un truc bidon et que les gens ils soient pas contents au bout de 2 ans et que ça s'arrête là, quoi. Donc je préfère pas partager que partager quelque chose de boiteux. Donc j'ai échangé énormément de temps, de mois avec Thomas et Hugo pour m'assurer de leur sérieux, du sérieux de leur plateforme, et j'ai décidé d'ouvrir un compte la première brique donc en octobre 2020, et le CDR est partenaire de la première brique, un des premiers partenaires historiques de la première brique. Donc depuis
octobre 2020, donc tu vois qu'aujourd'hui on est en décembre 2024, donc ça fait 4 ans plein, et donc on va pouvoir regarder un petit peu ensemble ce que ça m'a réservé comme surprise ou pas, et on va pouvoir débriefer avec, tu vois, il y a quand même un passif assez important, et on va pouvoir voir les avantages, les inconvénients, si mes espoirs ont été comblés ou pas, et donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors le principe, si tu connais pas, la première brique c'est du crowdfunding, c'est-à-dire que en fait la première brique va être l'interface entre des porteurs de projets et des investisseurs qui vont prêter leur argent pour réaliser des opérations. Donc la première brique promet entre 10 et 12% de rendement. Alors pour certains ça paraît trop énorme pour être vrai. Moi je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est, parce qu'en fait c'est une banque un petit peu pour les marchands de biens. Et il y a une petite faute, à partir d'un euro, donc tu peux investir à partir d'un euro. Bien évidemment, 12% d'un euro, c'est pas énorme, mais bon, ça a le mérite d'être une plateforme qui est démocratique. Hugo a toujours eu ça à cœur, de rendre accessible les placements, et donc celui-ci à tout le monde. Voilà, un euro, donc tout le monde, enfin voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison de ne pas venir. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, et si tu le fais pas, voilà, eux ils ont bâti le pont jusqu'à toi. Si toi tu décides de pas le traverser, bon, c'est ton problème. Mais tout le monde est bien vu, et tout le monde peut venir ouvrir un compte à la première brique. Alors comment c'est possible de pouvoir te donner 12% par an de taux d'intérêt? Comme je t'ai dit, c'est on va dire la banque des marchands de biens. Donc imaginons un marchand de biens donc lui, le rôle d'un marchand de biens, c'est d'acheter un immeuble, de le valoriser et de revendre. Donc c'est un commerçant en fait. Donc la plupart, on va dire l'opération type d'une opération de marchand, ça va être l'achat en gros. Donc le porteur de projet va acheter par exemple tout un immeuble que tu vois ici, il va le découper, organiser la découpe, et il va vendre au détail. Et ça va être cette méthode de valorisation pour cible d'opération. Il y en a beaucoup d'autres. Ça peut être de la découpe, ça peut être de faire des travaux, de valoriser par les travaux, ça peut être de résoudre des problèmes, évacuer des squatteurs. Enfin voilà, il y a plein de leviers de valorisation possibles. Là ici, j'ai pris un cas simple. J'achète en gros, je découpe, je revends la découpe. Donc, bon, là, le prix au mètre carré, par exemple, quand tu achètes en gros, c'est pas le même que le prix de détail. C'est-à-dire que là, si le marchand de biens il décide d'acheter en gros, de découper, de revendre au détail, peut-être, là, je t'ai fait un petit dessin. Peut-être que s'il revend au détail, quand il aura revendu les 4 premiers étages, là que je t'ai mis en rouge, il sera à l'équilibre. C'est-à-dire que les 2 derniers étages, c'est sa marge. Alors par contre, sa marge, il va y avoir quand même des frais. Le marchand de biens, faut qu'il achète quand même le bien. Il y aura peut-être, là je t'ai mis un petit carré orange, l'équivalent d'un petit appartement ici. Il va y avoir des frais de découpe, de géomètre, d'architecte, aussi de faire des plans et de déposer toutes les demandes préalables au niveau de l'urbanisme pour pouvoir autoriser cette opération. Donc ça représente des coûts, peut-être que sur la marge, donc sur les 2 derniers étages qui vont dans la poche du marchand, il y aura peut-être un appart qui va partir en frais et charges pour le géomètre architecte. Il peut y avoir d'autres charges, peut-être des travaux, installation de compteurs, refaire les communs, enfin j'en sais rien. Il y a toujours peut-être un peu de travaux délotés, bien cloisonner les lots par exemple. Et donc il y a une partie de la marge qui part là-dedans. Et tu vois qu'il reste quand même quelques appartements qui, à la fin de l'opération, une fois que tout sera vendu, il reste quand même des choses. Alors pour rendre cette opération possible, donc ça, tu vois, ça c'est le bénéfice. Les 4 petits appartements. Pour rendre cette opération possible, il faut acheter le bien, quand même, l'immeuble au départ. Donc, soit les marchands le font sur fonds propres. S'ils le font sur fonds propres, c'est avec leur propre argent, et donc ils n'ont pas besoin ni de banque, ni de la première brique. S'ils ne l'ont pas, ça serait vraiment dommage de cracher sur ces 4 appartements gratos au final, puisque une fois que tout a été vendu au rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième étage, plus les travaux, plus payer l'archi, c'est dommage de cracher sur 4 appartements. Donc plutôt que si le marchand n'a pas de fonds propres, plutôt que regarder passer cette bonne affaire, il peut très bien décider de l'acheter quand même, et de récompenser soit une banque s'il fait financer par la banque, soit des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui lui avancent l'argent pour qu'ils puissent faire cette opération. Et donc, tu vois, par exemple, les 4 petits appartements en rôle, c'est les frais financiers. Par exemple, il peut très bien décider de partager sa marge avec une banque ou avec des investisseurs.
Et enfin, bah, il lui restera sa marge finale. Bah, lui, quand il vendra les 4 derniers appartements, bah, ça sera tout pour lui, en fait. Voilà, ce petit dessin, comme ça, tu comprends un petit peu pourquoi la première brique arrive à reverser quelque chose d'assez intéressant. Et donc, tu vois qu'il y a un actif physique réel derrière qui est ici l'immobilier. Hein, donc, il n'y a pas de notion de spéculation sur marché, de choses comme ça, mis à part le marché immobilier. Donc, il y a quelque chose quand même de solide derrière et un sous-jacent qui est réel, qui est l'immobilier. Le CDR, tu sais que moi ça fait depuis 6-7 ans que j'ai créé ce groupe. L'immobilier, c'est un écosystème qui est familier pour moi. Chaque investisseur, tu encaisses des dépôts de garantie, tu fais peut-être des arbitrages, donc tu as des sous qui rentrent, du cash flow, tu as besoin de dynamiser cette trésorerie. Moi, il se trouve que je connais les investisseurs, il y en a plein dans le groupe, donc ça peut peut-être intéresser aussi de dynamiser un petit peu cette trésorerie. Je connais aussi les marchands, donc il y a des opérations de la première brique qui ont été portées par des gens que je connais, même des gens que je connais très très bien. Donc en fait, ça permet de créer et de rendre des opérations qui sont possibles, c'est-à-dire que l'immeuble que tu as vu en exemple avant, s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'opération, s'il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de marge, s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas d'appartements qui sont vendus. Donc ça quand même, il y a un sous-jacent réel qui est l'immobilier et ça vient aider à l'économie réelle. Donc en fait, toi, si tu prêtes de l'argent à un porteur de projet, il se passe vraiment quelque chose de réel sur le marché. Et donc, le porteur de projet, lui, va te récompenser de lui avoir fait confiance. Bon, après, il faut que l'opération elle aille aussi à son terme. Il y a un risque. Si le marchand de biens fait faillite, par exemple, ou si les tarifs de revente ne sont pas cohérents, ou s'il a acheté trop cher. Donc, il y a des choses quand même, des doutes à lever, et il faut étudier chaque projet pour savoir s'il est viable ou pas. Mais bon, tu vois, en fait, quels sont les principes. Alors, je vais te parler de mes chiffres tout de suite, parce que moi, j'ai investi sur la première brique. Donc là, tu vois, c'est mes chiffres, c'est les captures que j'ai faites ce matin. J'ai investi, moi, un peu plus de 80 000 euros. Donc, il y a une partie qui a été remboursée aujourd'hui. J'ai presque 50 000 euros. Ça, c'est mon compte perso, en nom propre, sur plus de 80 projets. En tout, je crois que c'est 115 projets que j'ai aidé à financer. Donc, il y en a une partie qui a été remboursée. J'ai aussi un compte d'une de mes sociétés où j'ai investi 7 000, presque 8 000 euros dessus. Et j'ai aussi investi par le biais d'un fonds que je gère pour la foncière du CDR où on a mis 150 000 euros dessus au mois de septembre. Tu vois qu'il y a déjà 1 000 euros, ça a rapporté 1 000 euros. Donc voilà, ça fait quand même quelques pépettes qui ont été placées dessus. Et moi je suis transparent, donc je te montre tout. Donc là, tu vois que sur ces graphiques, tu vois, cette année, j'ai rajouté 10 000 euros dessus. En fin d'année dernière, j'étais à 35 000. Je pense qu'il y a 2 ans, j'étais à 25 000. Tu vois la répartition de mes projets. Donc, il y a un petit peu de tout, du marchand, de la promotion et de la ligne de trésorerie. Donc après, suivant ton appétence au risque et suivant les projets, tu peux décider d'aller que sur les opérations de marchand, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation d'un actif immobilier. Ça peut être une ligne de trésorerie, c'est refinancer un actif immobilier, de prendre une garantie en échange d'hypothèque du bien. Ça peut être aussi des opérations de promotion. Attention, en ce moment, les opérations de promotion, faut bien les coffrer puisque c'est ce qui a le plus de mal à partir et c'est ce qui va repartir en premier quand l'immobilier va repartir. Donc il faut un petit peu saupoudrer et alterner un petit peu le type d'opération pour diversifier au maximum les risques. En fait, c'est ma vision des choses. Et tu vois que les petites barres vertes, en fait, c'est tous les remboursements. Donc tu vois que moi, vu que ça fait 4 ans que j'ai commencé à investir, donc j'ai saupoudré sur pas mal de projets, au final, moi, ce qui revient pour moi, tous les mois, j'ai des remboursements, en fait. Donc une fois que tu as fait cette démarche parce que les projets durent à peu près entre 1 an et 2 ans, donc une fois que tu as passé le cap des 2 ans et avoir saupoudré, au bout de 2-3 ans, en fait, ça devient pratiquement liquide puisque tu as des projets qui sont remboursés tous les mois avec des intérêts qui tombent tous les mois. Donc moi, le but, c'est d'essayer d'avoir des rentes. Et donc, moi, ça me fait un 13e, 14e mois. Et ça peut me permettre, par exemple, de me payer un voyage comme ici en Thaïlande. Donc, je vais te parler un petit peu plus précisément. Donc là, tu vois que les remboursements, c'est ceux de cette année. Donc, c'est par rapport à une somme que j'estime entre 25 et 35 000 euros, tu vois, par rapport au début de l'année du graphe que tu vois en jaune à côté.
Donc mes chiffres, voilà, donc ça c'est cette année, donc tous les mois j'ai eu des remboursements, tous les mois j'ai eu des intérêts de versés, et on va détailler ça parce qu'on peut différencier les capitaux remboursés des intérêts bruts. Donc sur cette année, j'ai été remboursé de 9 500 euros de capitaux. Donc il y a quand même, tu vois, si j'ai besoin d'argent, il y a quand même de l'argent qui peut rentrer. Tu vois, cette année, j'ai encaissé 9 500 euros de capitaux. Donc si j'avais besoin de reflécher cet argent sur quelque chose, bon, c'est pas complètement bloqué du fait que j'avais saupoudré sur 70, à 115 opérations. À cela, j'ai touché des intérêts aussi. 2278, hein, j'étais tout calculé, donc c'est pareil, hein, tu vois que au minimum c'est 100 euros d'intérêt par mois, c'est monté presque à 600, ça fait une moyenne, toi, 2278 par 12, ça fait pratiquement 200 euros par mois, donc tu vois, pour une somme placée de 35 000 euros, 30-35 000 euros, bah, c'est comme le cash flow d'un appart, hein, même plus d'un bel bon petit appart. Et là, j'ai pas à m'occuper du locataire, j'ai pas à m'occuper de la vacance, enfin tu vois, donc c'est un petit côté qui est quand même assez sympa. Il n'y a pas d'effet de levier, hein. C'est-à-dire que cet argent que j'ai mis, c'est de l'argent où bah, c'est du cash flow, hein, et c'est de l'argent de revenu, donc il n'y a pas d'effet de levier. Mais en même temps, bah, si tu fais ton investissement immobilier bien, bah, ça te génère de la trésorerie tous les mois, il faut bien en faire quelque chose. Donc moi déjà, titre perso, je suis très très satisfait en ayant saupoudré, et au bout de 2-3 ans, eh ben, c'est presque liquide et tu as des sous qui tombent tous les mois. Voilà, ça c'est ma méthode, donc après chacun le fait comme il veut. Donc, comment ça se présente? Chaque projet, tu as une fiche technique avec des documents, donc tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Donc là, c'est une opération qui est en cours, le signe. Je crois que j'ai mis 750 balles dessus. Et tu cliques sur document et tu vas voir apparaître toute la fiche technique, les porteurs de projet, la société, une étude de marché sur le secteur, les prix au mètre carré. En fait, tu as plein d'informations. Et en fait, toi, tu vas faire un petit peu le rôle du banquier. C'est-à-dire que c'est ton argent, c'est toi qui vas prêter, et donc tu vas devoir analyser le risque. Est-ce qu'il y a de la pré-commercialisation? C'est-à-dire, j'en sais rien, est-ce que le porteur de projet a déjà des promesses, c'est des gens qui se sont engagés à acheter une partie de ce qu'il veut revendre. Enfin voilà, il y a plein de petits points d'attention qu'il va falloir que tu regardes pour évaluer le risque. Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de transactions sur ce secteur? Est-ce que c'est au prix de marché, en dessous du prix de marché, la fourchette haute du prix de marché? Est-ce que c'est atypique? Est-ce que c'est pas atypique? Donc après, c'est à toi de voir, c'est toi qui vas faire le scoring tu vas faire le banquier en fait. Voilà, et donc tu vas prendre le risque soit de perdre, soit de gagner. Mais bon, il faut essayer de forcer la chance en ayant des critères. Moi, j'investis pas sur toutes les opérations, j'essaie de trier et de prendre celles qui me paraissent les plus pertinentes. Donc voilà, donc on va prendre ma partie perso, donc sur 79 projets. Donc ma technique, c'était de saupoudrer. J'ai pas mis sur un ou deux projets. Moi, je veux vraiment diversifier le risque parce qu'il y a des risques de porteurs de projets qui fassent faillite. Et donc, si ça fait faillite, tu n'as pas de remboursement ou alors ça va être compliqué. Et donc, tu peux te permettre d'avoir quelques projets qui tombent à l'eau. Voilà. Après, chacun, si tu es vraiment phobique du risque, il faut faire du livret A, mais ça sera pas du 12%. Donc, accepter d'avoir de la perte sur un rendement de 12%, c'est un peu la rançon de la performance. Donc moi, j'ai beaucoup de projets, donc je saupoudre. En moyenne, c'est entre 500 et 2000 euros par projet. Voilà. Alors les risques, c'est les mêmes risques que l'immobilier. Donc moi j'investis en immobilier depuis 2008. Donc les risques principalement c'est les retards. Et à chaque fois que j'ai des chantiers, j'ai tout le temps des retards. Donc c'est un peu normal aussi que les porteurs de projets ils aient des retards aussi dans leur projet, puisqu'on est en France, il y a des formalités, il faut demander des permis de construire, des trucs, enfin voilà. Quand quelqu'un veut acheter, il a peut-être lui des conditions suspensives, peut-être il veut avoir une autorisation d'urbanisme. Donc tout ça, ça prend du temps. On est en France, voilà. Et puis s'il y a des travaux, tu as les aléas de travaux et tu as les aléas de marché. En ce moment, tu vois que l'immobilier, c'est compliqué d'avoir des crédits. Donc pendant la commercialisation, ça peut rallonger.
Donc après, c'est un risque en soi, ça va juste allonger l'horizon, on va te rembourser. Mais bon, un retard, on te paye quand même à la fin. Et sur certains projets qui ont des retards, j'ai déjà été remboursé de projets qui ont des retards. Tu as sur certains projets, on vote et tu peux avoir des intérêts bonus avec qui se matérialisent sous forme de pénalités. Et donc, au final, on s'y retrouve quand même. Donc les retards, je pense que j'ai sur 80 projets, un peu plus de 20 projets qui sont en retard. Voilà, sachant que c'est des projets d'il y a 2 ans, c'est là où on s'est mangé la claque de HCSF, les premières difficultés. Donc là, on est en train de digérer et depuis la première week a fait en sorte de prendre des garanties supplémentaires pour les projets à venir. Donc normalement, là, on a passé le creux de la vague et ça a été maintenant anticipé sur les projets. Les risques, c'est que ça crache. Donc tu vois que sur mes 80 opérations, j'ai 2 opérations où ça pue du cul. Donc j'ai le Bartholomé, je crois que c'est dans le 93, et le Poincaré dans le 92. Donc écoute, on va voir ce que ça va donner. Savoir la première brique met en place des procédures et quand ça se passe pas comme ce qui était prévu. Voilà. Bon, ça fait partie du risque du métier, mais en fait, il y a quand même des garanties, c'est-à-dire que c'est pas perdu pour perdu et que ils vont aller au tribunal, les frais sont pris en charge par la première brique et puis ils vont aller voir un liquidateur, ils vont aller voir le juge et activer les cautions et les garanties. Et donc, on est assuré de récupérer quelque chose suivant le rang. Donc c'est pareil, il faut regarder sur les fiches à quel rang on passe prioritaire ou pas. Et si c'est liquidé, les biens qui ont été achetés, ils ont quand même une valeur. Et il y a la caution aussi personnelle, donc la personne, tant qu'elle n'aura pas remboursé, elle ne peut plus rien faire, donc elle a intérêt aussi à tenir sa parole, mais ça fait partie du risque. Et c'est comme toi quand tu fais du locatif, hein, tu fais confiance à un locataire et des fois ça se passe mal. Est-ce qu'il faut arrêter de faire du locatif pour ça? J'ai envie de te dire oui et non. Donc à toi de voir si tu supportes le risque ou pas. Des risques de casse, il y en a en immobilier, tu vois, à l'heure actuelle, donc je suis en Thaïlande, j'ai un chauffe-eau qui est cassé. En ce moment, en France, ça va être une perte sèche ou au moins une dépense comme ça qui n'était pas prévue. Donc l'immobilier, ça fait partie du risque, hein, et donc les placements financiers, de temps en temps, tu as un chauffe-eau qui claque, tu as un volet roulant qu'il faut changer ou réparer, tu as une chaudière aussi à changer. Ça fait partie, voilà, tu ne peux pas avoir que des loyers qui rentrent tous les mois. À des moments, il y a des petites surprises. Et donc, moi, j'ai fait le deuil de tout ça. Ça me réussit quand même plutôt pas mal. J'ai dimensionné mon patrimoine par rapport à ça pour que je puisse continuer à en profiter et aussi à en faire mon affaire personnelle des risques. Et de temps en temps, voilà, il y a des choses à payer. Dans la première mille, c'est pareil. J'ai 2 projets qui puent du cul. Mais bon, ça fait partie du truc et ça va pas m'empêcher de continuer à investir puisque ça fait partie du risque. Hein. Le risque, c'était aussi de rien faire et de me le faire manger par l'inflation. Donc voilà, j'ai quand même du 12% en face, même si j'ai 1 ou 2 projets qui cassent. C'est pas de remboursement tout de suite, un remboursement partiel ou total suivant les garanties plus tard. Donc moi j'estime que le risque il est quand même assez maîtrisé puisque j'ai un sous-jacent réel qui est l'immobilier derrière avec une valeur tout à fait palpable si ça se passe mal. Alors moi ma règle, et ça n'engage que moi, c'est ma façon de faire, j'investis de l'argent qui ne me fait pas besoin. Bien évidemment, si j'ai besoin d'investir ou d'allouer une somme, cette somme, je ne vais pas la placer sur la première brique, je vais la placer sur quelque chose qui soit liquide et que je puisse débloquer à tout moment. L'argent que je mets sur la première brique, c'est de l'argent que je souhaite investir, qui ne me fait pas besoin et que si je suis amené à le perdre, ça ne va pas changer ma vie. Voilà. Et moi, j'ai décidé de saupoudrer sur plusieurs opérations pour diversifier le risque et pour pas être que sur 2 ou 3 opérations. Et que s'il y en a une qui claque, c'est la moitié de ma trésorerie qui part en poussière. Donc moi, c'est ma façon de faire. Ça me réussit plutôt pas mal. Tu vois, un enfant de 5 ans, il va comprendre qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà. Alors ma performance personnelle, tu vois, je suis à 12-26% de rendement moyen. Je t'ai montré tous mes remboursements. Donc au bout de
3, 4 ans, j'ai des remboursements tous les mois. Si j'ai envie d'arrêter, tu vois que j'encaisse quand même pas mal par année, entre le capital qui est remboursé et même des intérêts. Tu vois, cette année, c'est plus de 10 000 euros. Donc, ça fait à peu près un quart de ce qu'il y a entièrement placé. Puis après, ça fait boule de neige. Hein. C'est-à-dire que l'année prochaine, ce ne sera pas 10 000, ce sera plus, ou qu'il y a plus qui a été investi, et l'année prochaine, encore plus. Alors toi, tu as un avantage aussi si tu décides de faire partie de l'aventure. Tu vois que moi, j'ai 1400 filleuls. Bon, je suis avantagé, j'ai un grand groupe Facebook, donc j'ai 1400 personnes qui ont fait confiance à la première brique, qui sont plutôt contents dans l'ensemble. Et si tu investis par le biais du CDR, eh ben, en ce moment, tu vas avoir 2% du montant investi en prime bonus que tu vas pouvoir réinvestir sur d'autres projets. Donc imaginons que tu investis sur un projet à 12%, toi il va te rapporter 14% sur ton premier investissement. Donc tu as intérêt de passer par un. Et donc si tu choisis le CDR comme parrain, tu auras 2% en plus sur ton premier investissement, tout en sachant qu'une bonne partie des opérations qui sont proposées par la première brique peuvent te permettre de pouvoir bénéficier de codes cadeaux. Et donc, par exemple, sur cette opération-là, ici, tu peux rajouter un code cadeau. Et si tu mets les lettres CDR, tu auras 1% de la somme que tu as allouée directement en bonus qui sera crédité sur ton compte la première brique pour pouvoir réinvestir sur une autre opération, par exemple, et faire des intérêts composés. Tu touches l'argent tout de suite à la fin de la collecte. Et ça peut te permettre d'avoir encore plus d'intérêts. Et ça peut représenter quand même pas mal au bout de quelques années, tu vois, que ça fait quand même une belle somme d'argent, 1%, que tu refais travailler. C'est la magie des intérêts composés. D'ailleurs, là, je t'en parle, les intérêts composés, tu vois que sur un taux de rendement linéaire, si tu réinvestis à chaque fois les dividendes que tu touches, eh ben, tu connais une fonction exponentielle. Et au début, tu as l'impression que ça avance pas, mais je te dis qu'avec les années, si tu n'y touches pas, ça représente un très très fort enrichissement. Voilà, donc pour te parler de mon avis sur la première brique, ça répond entièrement à mes objectifs, vu que moi j'encaisse, j'ai fait des petits arbitrages immobiliers, j'encaisse du cash flow tous les mois que je ne dépense pas. Et donc j'ai de la trésorerie à faire travailler, une partie de mon épargne, c'est un outil de dynamisation du 12% avec un risque qui est relativement maîtrisé. Pour moi, ça me va. Donc après, il faut voir en fonction de toi si ça peut répondre à tes objectifs. Et ça permet aussi de diluer le risque, puisque les opérations, tu as 80 opérations sur le nombre, mais aussi par rapport au type d'opération, peut-être que tu vas privilégier que des opérations où il y a de la précommercialisation ou pas, où il y a des garanties financières ou pas. Et géographiquement, puisque tu peux décider d'investir sur des opérations un petit peu sur toute la France pour diluer le risque. Donc ça, c'est à toi de déterminer tes règles d'investissement. Et comme il y a pas mal d'opérations, toutes les semaines tu as 2-3 opérations, ça peut te permettre toi de pouvoir choisir sur quelle opération tu veux aller et pour maîtriser ton risque au maximum. Donc, le meilleur moment pour investir, forcément, c'était hier. Et si hier, tu ne connaissais pas la première brique, le deuxième meilleur moment pour investir, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Il faut que tu prennes l'habitude de faire des versements réguliers tous les mois, de vivre en dessous de tes moyens. Si tu vis en dessous de tes moyens, ça veut dire que sur tes revenus, il reste une part de revenus non dépensés. Il faut absolument le flécher en épargne et faire travailler cette épargne pour faire des intérêts composés. Donc si tu n'as pas de compte sur la première brique, je t'encourage à le faire dès maintenant. Tu vois que tu aurais commencé il y a 4 ans, toi tu aurais été content quand même, en moyenne 12% d'intérêt, c'est quand même pas mal. Alors que là il y a eu de l'inflation qui t'a tout croqué depuis. Donc si tu ne l'as pas fait, je t'invite à trouver le lien en haut ou en bas de cette vidéo et de t'inscrire immédiatement. Comme ça, tous les mois, il faut que tu fasses un petit effort d'épargne et tu seras donc récompensé déjà sur ta première collecte. Tu auras 2% de taux bonus et sur certaines opérations, tu auras peut-être un code cadeau à pouvoir mettre et tu verras qu'avec le temps, tu ne regretteras pas plutôt que cramer ce fruit. Donc après, ça sera à toi de voir.
Bon, bah, je te remercie pour cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux me joindre à l'adresse mail alexandre@clubdesrentiers.fr. Je suis aussi pas mal dispo sur mon Instagram où je reçois toutes les notifications. Facebook, c'est bloqué, donc n'essaye pas. Donc soit par mail, soit par Instagram. Donc, je vais profiter du soleil qu'on a aujourd'hui sur Koh Lipe, cette île qui est au sud de la Thaïlande où il fait très très bon vivre. Je vais aller manger un petit bout, profiter de la piscine derrière ou de la plage et je te dis donc à très très bientôt sur le Club des Rentiers.